sur le sommaire qui vous a été adressé et dont vous avez pu prendre connaissance et qui fait l'actualité du mois de mai. Bien, pour ce mois de mai, je vous propose de revenir sur 2 points relatifs au bulletin officiel de sécurité sociale. Il est assez vaste. Il n'était pas question, bien évidemment, de dire et de redire la position de l'administration sur l'ensemble des sujets qui constituent le bulletin officiel de la sécurité sociale, puisque pour une grande part, il s'agit bien évidemment d'une confirmation de la doctrine administrative, mais peut-être de soulever ici ou là quelques éléments qui peuvent donner lieu à débat ou quelques précisions dernières qui nous ont été adressées par l'administration. Le point extrêmement rapide, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris, du report de la baisse des taux d'activité partielle, mais c'est un sujet récurrent depuis le mois d'avril, donc on en est déjà au troisième mois, pardon, de ce report et il n'est pas illégitime de penser que nous en aurons peut-être encore un nouveau au 1er juillet prochain. Sujet d'importance extrêmement technique qui nous occupe et nous préoccupe au-delà de ce qui nous occupe, qui est celui de la réforme du calcul des IJSS. Passé peut-être un peu inaperçu, mais je vous dirai dans un instant pour quelle raison, en raison notamment de sa publication assez soudaine et de son entrée en vigueur pour une période transitoire quasi immédiate. Quelques éléments constitutifs du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire et des mesures qui sont inscrites dans ce texte qui va être débattu par le Parlement très prochainement. La reconduction de la prime PEPA avec une nouvelle catégorie de salariés éligibles au doublement du montant de la prime exonérée à 2 000 €, ceux qui relèvent de ce que nous appelons les salariés de seconde ligne, et je vous dirai ce qu'ils sont pour une partie d'entre eux. Je souhaitais également faire un état des lieux de la façon dont on gère les congés payés, le solde de congés payés fin mai au terme de la période de référence, parce que cette fin de période de référence est un point de basculement qu'il convient en termes de gestion des compteurs de manier avec précision. Et puis je vous dirai également, je n'ai pas inscrit ici, mais je reviendrai sur la problématique de la gestion des congés payés posés lors d'une semaine comprenant un samedi en jour férié. Et l'état de la jurisprudence, ça ne fait pas l'objet d'écrit, mais c'est un élément dont il me semblait devoir utile de rappeler. Et puis ici, pour terminer, alors, notre habituelle page jurisprudence constituée de deux décisions de la Cour d'appel de Paris qui ont, me semble-t-il, leur importance. Alors, sur le boss, suite, nous l'avons déjà évoqué à travers 4 points réglementaires lors de notre précédent rendez-vous. Je souhaitais revenir sur la gestion du plafond pour les salariés qui exercent leur activité en forfait jour réduit. Pour rappel, le premier, c'est que les salariés dont en convention de forfait jour, dont la durée du travail est inférieure au maximum légal qui est 218 ou au maximum de jours prévus par l'accord collectif instaurant le forfait jour, qui peut être lui-même inférieur, hein, à 218, ces salariés ne peuvent pas être, au regard du droit du travail, qualifiés de salariés à temps partiel, pour la raison très simple que je rappelle, c'est que la définition faite par le Code du travail du salarié à temps partiel est la suivante, c'est celui dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée collective lorsqu'elle-même est inférieure à la durée légale. Or, la durée légale, pour qu'elle puisse être un élément de comparaison, eh bien, porte en elle-même une définition bien précise. Il n'y a qu'une seule durée légale dans notre législation du travail, elle est de 35 heures, ce qui suppose une unité de mesure du temps d'activité du salarié qui est en heures et pas en jours. Le simple fait qu'il y ait une différenciation à établir sur l'unité de mesure du temps exclut de facto les salariés qui exercent leur activité en forfait jour à temps dit réduit du périmètre d'application de la législation relative au temps partiel. Par voie de conséquence, dans la mesure où les dispositions du Code de la sécurité sociale imposant la réduction du plafond pour les salariés à temps partiel, renvoyant eux-mêmes directement
au Code du travail et en ce qu'il définit le temps partiel, eh bien, ces dispositions-là de réduction du plafond ne sont pas applicables au forfait jour réduit. Cela étant, l'administration souhaite y intégrer bien évidemment une tolérance administrative. Cette tolérance administrative devrait être appliquée à compter du 1er avril et en tout cas à cause applicable au 1er avril 2021. Alors, des derniers échanges que nous avons eus avec l'administration, premier élément de retour, c'est que bien évidemment, au regard de l'administration, pour l'ensemble des dispositions relatives à la gestion de la paye, assises sur un principe d'annualisation, dès lors que l'employeur retient l'option d'une réduction du plafond pour les salariés en forfait jour réduit, cela doit s'apprécier de facto sur la totalité de l'année et cela suppose bien évidemment, en cas d'application de cette option et de tolérance administrative, que l'on soit amené à régulariser les périodes antérieures. Ça, c'est la première observation. La deuxième relevait du fait qu'il nous semblait devoir recueillir le consentement du salarié pour l'application de cette mesure. Pour la raison assez simple suivante, c'est que dès lors que vous réduisez le plafond, vous réduisez bien évidemment pour ces salariés-là les droits futurs. Alors dans l'exemple qui vous est présenté ici, supposons que la durée collective pour ces salariés en forfait jour maximale dans l'entreprise soit 212 jours, et bien, et que le ou la salarié exerce son activité dite au 4/5e, nous aurions à peu près 174-175 jours, le plafond serait déterminé de manière suivante, hein, c'est le plafond annuel multiplié par ce rapport, dans cet exemple, 274 sur 212. Donc le consentement du salarié nous semblait être nécessaire pour, bien évidemment, sécuriser l'opération de réduction du plafond au regard de la situation du salarié. Il faut tenir compte du fait que dès lors, comme j'indiquais, il y a réduction du plafond, il y aura réduction des droits à venir et cela impacte la pension vieillesse de base et les droits assurance chômage ultérieurs dès lors que j'ai réduit le plafond, puisque même sont limités, vous le savez, en termes de versement et correspondant en termes de limite de cotisation à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. Dans ce contexte-là, afin d'éviter toute contestation de la part du salarié à la solution retenue par l'employeur et donc de l'option de réduction du plafond, eh bien, le recueil du consentement nous semblait s'imposer pour l'administration. Cela peut passer bien évidemment par un avenant au contrat de travail, s'agissant des salariés déjà présents dans l'entreprise, et pour sécuriser le dispositif, il nous paraît utile, bien évidemment, le cas échéant, de l'inscrire dans le contrat de travail. Le renouvellement nécessaire, notamment, je pense au dispositif DFS dont vous avez peut-être pris connaissance dans le BOSS et qui exige un consentement qui est répété chaque année, hein, qui est sollicité chaque année. Ici, la répétition ne nous semble pas s'imposer. Le recours à un avenant ou une clause particulière dans le contrat de travail pour les salariés qui arrivent dans l'entreprise nous paraît suffisant en soi pour sécuriser le dispositif et éviter toute contestation ultérieure du salarié compte tenu des impacts que cette mesure peut avoir. La question était posée de savoir si la GIRCARCO, les instances du GIE à GIRCARCO, réglementant et gérant la retraite complémentaire, on avait été informés. Lors d'une réunion beaucoup plus large, des représentants de la GIRCARCO nous ont indiqué ne pas avoir été informés de la préparation du BOSS et donc du bulletin officiel de sécurité sociale et en ont pris connaissance lors de sa publication au cours du mois de mars. Donc, ils étaient dans l'incapacité, bien évidemment, de considérer ces évolutions de doctrine administrative au regard de leur propre réglementation et de leur propre application dans les prestations qu'ils sont amenés à servir. Et par voie de conséquence, la soudaineté de l'information hein, qu'ils ont pris en même temps que nous, si je puis dire, eh bien, ne permet pas d'intégrer cette nouvelle doctrine administrative avant janvier 2022. En clair, souhaitons-nous, pour notre part, sécuriser, bien évidemment, les process paye
sur l'année 2021, dont nous avons toujours dit et nous renouvelons à nouveau le propos de nécessité, nous semble-t-il, de patienter jusqu'à l'année 2022, eh bien, tout cela est renforcé par le fait qu'il ne pourra pas y avoir d'adéquation entre, d'une part, l'éventualité d'une réduction du plafond au bénéfice des salariés en forfait jour réduit et le schéma opératoire en matière de calcul des cotisations de retraite complémentaire, dont vous connaissez la sensibilité, bien évidemment, qui plus est pour des salariés dont généralement la rémunération est supérieure au plafond, et donc de l'éventualité de la réduction de la tranche 1 et d'intégration directement en tranche 2, dont il peut apparaître ici ou là l'éventualité de gains en termes de cotisation ou de droits à venir, sans doute, mais l'opération ne se fera pas de manière automatique par l'Agirc-Arrco dans à la fois le recouvrement des cotisations et à la fois, bien évidemment, la prise en compte de la période 2021 dans les droits futurs. Donc, patience, patience, surtout pour que nos payes puissent être produites en toute cohérence et en conformité avec la nouvelle doctrine administrative et bien évidemment la position de l'Agirc-Arrco qui ne peut prendre effet, à compter, pardonnez-moi, de janvier 2022, il y a lieu ici de patienter jusqu'à cette échéance et d'opérer, si vous êtes amené à proposer cette solution de réduction du plafond à vos salariés concernés, d'y opérer à compter du 1er janvier prochain, où là nous aurons et à la fois la doctrine administrative de la DSS et l'Agirc-Arrco en parfait alignement sur le sujet. Bon, voilà, une des défaillances que souvent nous regrettons de la part de la direction de la sécurité sociale, c'est d'ignorer l'impact sur les cotisations de retraite complémentaires de l'ensemble de ces des réformes qu'elle porte, qu'il s'agisse de réformes législatives ou réglementaires, ou tout simplement de sa propre doctrine. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces forfaits jours réduits. L'autre point a trait au versement d'allocations forfaitaires pour des salariés en télétravail. Avec une distinction, on rappellera que la volonté de la gestion de sécurité sociale dans la préparation du BOSS, c'est de reprendre bien évidemment l'ensemble d'abord de sa doctrine antérieure et donc d'abroger les circulaires instructions qui avaient force de référence doctrinale et administrative jusqu'à présent, et à la fois de valider les informations délivrées par le site ursaf.fr, parce que nous appelons maintenant l'URSSAF Caisse nationale, qui était précédemment dénommée ACOS. Dans ce cadre-là, au titre des allocations forfaitaires versées pour des salariés en télétravail, il y a confirmation des allocations forfaitaires versées à un salarié en fonction du nombre de jours de télétravail par semaine, la première position qui avait été fixée par l'URSSAF.fr à l'époque. Donc je rappelle un peu le mécanisme: 10 € par mois pour une journée de travail par semaine, et puis ensuite 20 € pour 2 journées, 30 € pour 3 journées, etc., dans la limite absolue de 50 € par mois. Vous vous souvenez sans doute que dans un second temps, c'était en début de cette année, l'URSSAF.fr avait présenté également un autre schéma de versement des allocations forfaitaires, mais d'origine conventionnelle et qui bénéficiait également de l'exclusion d'assiette. Dès lors que l'allocation était expressément prévue par un accord de branche, de groupe, interprofessionnel, et que en même temps l'allocation soit fonction dans son montant du nombre de jours de télétravail, sans que pour autant nous en revenions à des éléments aussi précis que ce qui avait été affiché dans un premier temps. La DSS n'a pas, en tout état de cause, repris cette seconde solution, cette seconde source origine des allocations forfaitaires, qui aurait donc pour origine la conclusion d'un accord de branche, de groupe ou d'un accord interprofessionnel. On suppute assez fortement que dans la mesure où le texte, en tous les cas de l'URSSAF.fr, ne fixe pas de montant plafond, contrairement aux dispositions premières, eh bien, la DSS n'a pas souhaité valider au sein du BOSS et donc rendre opposable, puisque l'un des objets du BOSS est à la fois de présenter la doctrine administrative et de permettre son opposabilité
en cas de contrôle par les URSSAF, cette forme de versement, cette source de versement, et donc la validation de l'exclusion d'assiette de cotisation sociale n'est pas repris et n'est pas retenu par le bulletin officiel de la sécurité sociale. Des évolutions à venir pourraient être effectivement données à l'observation ou pas des premiers accords relatifs au versement de ces allocations-là. Donc, je rappelle l'importance de la nature ou du périmètre, plus exactement de l'accord qui est conclu, de branches de groupe ou interprofessionnels, ce qui en exclut de facto l'accord d'entreprise pour les raisons que j'avais soulevées lors de notre précédent rendez-vous. Bon voilà, à ce titre-là, pour l'instant, le boss valide uniquement le premier mode opératoire, mais pas le second, dans l'attente sans doute d'avoir plus de précision ou de l'expression de plaide de plafond fixés par l'URSSAF qui ne sont pas présents, laissant libre champ aux accords de branche de groupe ou interprofessionnels éventuellement de présenter des montants qui pourraient être estimés beaucoup trop prélevés par la direction de la sécurité sociale. Voilà pour ce premier chapitre. Catherine, des questions à ce stade-là? Bonjour Abel, non, pas de questions pour le moment. Merci Catherine. Alors ici, une présentation extrêmement rapide. Le gouvernement a pris la décision à nouveau de reporter la baisse des taux d'indemnité et d'allocation d'activité partielle pour le régime général, puisque la baisse devrait être pour les autres situations effectives au 1er juillet prochain. Alors, une baisse qui avait déjà été reportée au 1er avril, au 1er mai, puis à nouveau au 1er juin. Il n'est pas exclu, alors l'avenir nous le dira, il n'est pas exclu au regard de la situation des effets de cette crise sanitaire que nous connaissons maintenant depuis plus d'un an, qu'un nouveau report soit porté au 1er juillet prochain. Pour rappel, quel devait être ce report des taux généraux du régime général? Aujourd'hui, nous versons une indemnité dont le taux est de 70% de la base calculée selon les modalités que nous avons à maintes et maintes fois indiquées par le passé, et pour l'allocation, l'employeur devrait percevoir un taux d'allocation de 60%. S'agissant de l'allocation, des sommes donc, qui sont versées par l'État à l'entreprise via l'ASP, via le site de l'Agence des services et des paiements, eh bien, le taux d'allocation devrait passer de 60 à 36%. Vous voyez donc quasiment une réduction de moitié du taux d'allocation. Nonobstant, mais nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet ultérieurement, nonobstant qu'il s'agit là, bien évidemment, des mesures chiffrées que nous connaissons à ce jour, de l'éventualité d'une forte réduction lorsque le gouvernement estimera pouvoir acter de la sortie de la crise sanitaire. Et donc, réellement, d'une modification de plus ou moins grande ampleur du dispositif général de l'activité partielle. Voyons déjà ce qui pourrait en ressortir du projet de loi de sortie de crise que nous évoquerons dans un instant, avant d'imaginer le modèle général de l'activité partielle future. Par contre, toujours dans le cadre de ce que certains salariés puissent être amenés à assurer la garde d'enfants, à ce jour prise en charge à 100% par l'État pour les salariés qui seraient dans cette situation-là, et dans des modalités déclaratives et simplement déclaratives, parce qu'il serait assez difficile d'imaginer que l'on puisse contrôler l'effectivité, la réalité de cette exigence de garde d'enfants, eh bien, un montant d'indemnité et d'allocation de 70%, et le tout étant à déclarer selon des rubriques dédiées à cet effet sur le site de l'ASP. Dans les précisions qui ont été données depuis lors par le ministère du Travail, une simple déclaration faite à l'employeur de l'impossibilité de concilier le télétravail avec la garde d'enfants. Et pour rappel, il s'agit d'enfants âgés de plus de 16 ans.
Voilà, donc cette limite d'âge sur laquelle on s'est beaucoup interrogé et qui pouvait éventuellement conditionner la mise en œuvre de ces dispositifs garde d'enfants a été précisée et l'administration a retenu la limite d'âge d'obligation de scolarité qui est fixée dans notre législation à 16 ans. Voilà pour cet aspect-là, vous disais-je, assez rapide, hein, et je pense que nous en saurons plus au cours du mois de mai pour ce qu'il en est des reports au 1er juillet, le cas échéant, et donc à notre prochain rendez-vous. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de questions particulières. Pour aborder cette fois-ci ce qui est à la fois peut paraître comme une surprise, et c'en était une, compte tenu de la soudaineté de la mise en œuvre de cette réforme et des modalités très techniques sur lesquelles nous nous interrogeons. Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 avait porté déjà des germes de cette réforme du calcul des IJSS, qui était attendue pour 2021. Voilà, elle n'intervient pas au début d'année et le décret d'application voit jour à la mi-avril. Alors, de quoi s'agit-il? Des lectures que nous en faisons. Et je vous donne quelques éléments rédactionnels du texte pour vous dire combien les choses peuvent donner lieu, bien évidemment, à interprétation, et l'interprétation que nous en avons retenue avec d'autres experts du sujet assurant également la veille législative. Il y a réécriture de certaines dispositions réglementaires et de notre fameux article R 323-8 du Code de la sécurité sociale. En premier lieu, une évolution sémantique, puisque nous ne parlons plus de gains journaliers de base, mais de revenus d'activité antérieure. Et fallait-il en même temps, dans ces dispositions réglementaires, acter la suppression de la majoration des IJ à partir du 3e enfant, qui a disparu pour tous les arrêts qui ont débuté au plus tôt le 1er juillet 2020. Vous vous souvenez sans doute de ce basculement qui était porté par la même loi de financement de sécurité sociale. Bon, il fallait encore juste, en dehors des dispositions de nature législative, adapter le Code de sécurité sociale pour son volet réglementaire. C'est chose faite par ce décret du 12 avril. Le décret rappelle que les salaires participant au calcul du taux d'IJSS sont pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC, mais c'est une mesure assez ancienne, de mémoire, elle date de 2014. Ce même plafonnement qui avait été introduit dans la législation à l'époque est toujours présent dans les dispositions régissant le calcul des IJSS, avec quelques évolutions. Lorsque l'on compare les dispositions réglementaires avant ce décret et ce qu'introduit dans le Code de sécurité sociale les nouvelles dispositions décrétales, qu'observe-t-on? D'abord, la suppression de la référence de cette limite pour chaque paye prise en compte. Pour rappel, s'agissant de la période de référence, vous l'avez juste un peu plus bas sur cette diapo, la période de référence pour le calcul des JSS est celle des 3 mois civils qui précèdent la date de début de l'arrêt. Chacun des salaires bruts retenus l'était dans la limite de 1,8 fois SMIC, mais chacun distinctement. À l'époque, on s'était posé fréquemment la question de savoir s'il y avait lieu de faire masse des salaires de ces 3 mois. La réponse était non. Chaque salaire était, indépendamment de l'autre, limité à 1,8 fois le SMIC. L'évolution rédactionnelle présentée par le décret est la suivante. C'est que cette fois-ci, le plafond est calculé pour l'ensemble des revenus. Remplaçons donc la référence faite à chaque paye prise en compte. Qu'est-ce que cela signifie, nous semble-t-il? Et nous attendons confirmation de l'administration, bien évidemment, sur l'interprétation qu'il y a lieu d'avoir. C'est qu'en clair, au lieu de distinguer la limite à 1,8 fois le SMIC de chaque mois considéré et pris en compte dans le calcul du taux IJSS, il y a lieu de faire de la somme des salaires de référence de chacun des mois et de comparer à cette limite de 3 fois 1,8 fois le SMIC. Alors, les choses sont étonnantes parce que là où nous avons des politiques visant à maîtriser, bien évidemment, les dépenses de la sécurité sociale, c'était d'ailleurs l'objet explicitement
exposé dans le motif des réformes législatives en 2014 de la limite à 1,8 fois le SMIC. Eh bien, cette fois-ci, si l'on devait prendre en considération la somme des 3 mois, nous serions susceptibles d'avoir une assiette élargie. Pour la raison suivante, prenez alors le salarié qui tombe malade aujourd'hui le 11 mai, sa période de référence salariale est celle des mois de février, mars et avril, à supposer qu'en février et mars, il ait perçu un salaire égal à 1,5 fois le SMIC, et qu'en avril, il a un double salaire. Voilà, c'est la période des doubles salaires, c'est peut-être trimestriel chez eux ou pas, peu importe. Mais il perçoit un salaire brut équivalent à 3 fois le SMIC. Sous l'égide de la réglementation antérieure, nous aurions pris en considération au titre du mois de février le salaire brut, il ne dépasse pas 1,8. Au titre du mois de mars, 1,5. Salaire brut, il ne dépasse pas 1,8. Par contre, le salaire du mois d'avril aurait été limité à 1,8 fois le SMIC et n'aurait pas été pris dans sa totalité. Si l'on considère la nouvelle rédaction, nous devrions faire la somme de chacun des mois, donc 1,5 plus 1,5 plus 3 fois le SMIC, plus 3 fois le SMIC, ce qui nous donnerait d'ailleurs ici 6 fois le SMIC, que l'on comparait à 3 fois la valeur de 3 fois 1,8 fois le SMIC. Et donc, il y aurait comme un mécanisme de vase communicant, puisque le troisième mois compenserait le montant réduit ou réduit 1,5 dans le calcul. In fine, nous serions susceptibles de connaître en réalité un taux plus élevé. Voilà, ça c'est une première lecture, un changement considérable dans la façon dont on opère le calcul des IJSS et d'importance. Nous espérons que l'administration pourra nous confirmer en tous les cas cette lecture dans les plus brefs délais, parce que la nouvelle rédaction, nous semble conduire à cette logique-là de somme des 3 mois considérés et une comparaison à 3 fois 1,1 fois le SMIC. Premier élément. Le deuxième élément concerne la gestion des absences au cours de cette période de référence. Donc les situations expressément visées par les nouvelles dispositions décrétales sont les suivantes. Le cas d'entrée-sortie. Alors, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est essentiellement la situation d'entrée du salarié d'entreprise. S'il est sorti précédemment et qu'il tombe malade après avoir quitté l'entreprise, je dirais qu'il n'a plus d'incidence particulière. Il ne se trouve plus être salarié de l'entreprise et nous n'avons plus de motif à produire une paye pour une période au cours de laquelle il n'a plus de lien contractuel avec l'entreprise. Donc, entrée-sortie, absence de travail au cours de la période de référence, cette période de référence qui est constituée des 3 mois civils précédant l'arrêt, au titre notamment de la maladie, de l'accident du travail, de la maternité, du chômage involontaire total ou partiel. Bon, voilà, essentiellement, pour ce que nous connaissons depuis 15 mois, l'activité partielle. La fermeture de l'établissement décidée par l'employeur, alors il y a plusieurs motifs, soit un incident particulier rend inutilisables les machines ou les outils de production, et dans ce cas-là, il y a une fermeture le temps de la remise en état, soit notamment en raison de congés particuliers et de fermeture en raison de la période estivale. Mais également de congés non payés à l'exclusion. Alors, congés non payés, on pense bien évidemment à un certain nombre de motifs d'absence autorisés, mais qui ne seraient pas payés. Et en premier lieu, vous avez quelques exemples. Congé parental d'éducation totale, congé sabbatique, à titre d'exemple. À l'exclusion des absences non autorisées. Alors, premier point d'interrogation, c'est si l'on devait exclure de ce périmètre-là les absences non autorisées, quel traitement devons-nous leur réserver? Et le décret est silencieux en la matière. Bien évidemment, la position de la DSS est bienvenue déjà pour donner un éclairage sur ce qu'on entend par absence non autorisée. Je pense que depuis le temps que nous faisons de la paie et de la gestion des ressources humaines, on devine aisément les situations visées ici, mais quels doivent être leur traitement ou leur prise en considération dans le cadre de cette nouvelle réglementation relative aux IJSS. Ici, quelques éléments, alors définition elle est mal placée d'ailleurs, mais c'est pas grave, on pourra le redire. Comment est déterminée l'assiette d'IJSS?
il s'agit des revenus antérieurs soumis à cotisation, dont on rappellera, alors c'est pas la définition, là, le petit qui est encadré vient un peu plus loin, mais c'est pas grave. Là, il s'agit bien évidemment de l'assiette des cotisations maladie. S'il devait y avoir dans le cadre de la mise en œuvre de certaines réglementations, statuts ou situations particulières, une différence entre la rémunération brute et l'assiette maladie, il faut s'en tenir bien évidemment très expressément à l'assiette maladie, divisé par le nombre de jours calendaires travaillés correspondants. Donc ici, lorsque j'ai des absences, que se passe-t-il? À la simple lecture de ces nouvelles dispositions réglementaires, je ne dois plus considérer, contrairement à ce que dit la notice, mais qui n'a pas de portée juridique, de ce que dit la notice du décret, je ne dois plus avoir une reconstitution, je dois tout simplement aller rechercher au cours de cette période de référence, eh bien, les salaires qui ont été versés, apprécier les jours calendaires travaillés pour savoir ce qu'il en est de la période rémunérée et correspondant aux sommes versées à ce titre-là, et diviser pour avoir un taux journalier participant au calcul des IGSS. Alors, taux journalier, après, vous savez ce qu'il en est, hein, c'est 50% de ce fameux taux journalier. Voilà ce qu'il en est des absences, nous dit-on, mais ce qui suppose qu'il n'y a plus lieu d'opérer à une reconstitution de salaire pour les périodes et au titre des périodes d'absence qui n'ont pas donné lieu au versement de salaire. Alors, définition là que j'ai indiquée, c'est surtout la définition, c'est jours calendaires travaillés. Dans un exemple que vous avez plus bas, est-ce que je dois retenir que les seuls jours de travail du salarié ou jours calendaires travaillés, dois-je y intégrer les jours de repos? Donc essentiellement samedi, dimanche, ou pour des salariés qui sont amenés à travailler également le samedi, retenir également le dimanche. Qu'est-ce qu'un jour calendaire travaillé? Faut-il apprécier la période dans sa globalité ou faut-il retenir uniquement et précisément les jours travaillés? À l'administration de clarifier bien évidemment cette définition-là parce que nous avons, vous allez le voir dans une diapo suivante, nous avons au titre de la période transitoire une définition, en tous les cas une appréciation rédactionnelle qui est tout autre. Absence totale de revenus d'activité au cours de la période de référence. Donc reprenons la situation du salarié qui tombe malade le 16 mai. Période de référence, nous avions dit février, mars, avril. Absence totale de rémunération parce qu'il a repris son activité le 1er mai. Bon, ou le 2, peu importe. Le 1er mai est un jour férié, mais il y a quand même quelques personnes qui travaillent le 1er mai, je pense notamment dans le secteur sanitaire. En clair, ici, salaire soumis, que nous dit-on? Il y a lieu de retenir les salaires soumis à cotisation au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence, divisé par la période de jours calendaires travaillés correspondant. Alors, mon salarié revient de congé parental d'éducation, revient de congé sabbatique. Ces périodes-là d'absence ont un terme fixé au 30 avril et doit reprendre son activité le 1er mai. Si je comprends avec précision et exactitude ces dispositions réglementaires, je dois prendre des salaires soumis à cotisation au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence. La fin de la période des références, c'est le 30 avril. Donc les salaires versés depuis le 30 avril sont ceux correspondant à la période courant du 1er mai au 15 mai. Et je dois diviser ce salaire-là par le nombre de jours calendaires travaillés. Vous avez ensuite une illustration, c'est pas grave, c'est juste un mois d'écart, mais peu importe. Prenons effectivement la situation d'un salarié qui est en congé sabbatique jusqu'au 31 mai 2021, reprise d'activité le 1er juin, est en arrêt maladie le 16. Absence totale de rémunération au cours de la période de référence, mars, avril, mai, les 3 mois qui précèdent la date, 3 mois civils précédant la date du début de l'arrêt. Rémunération perçue depuis la fin de la période de référence, c'est-à-dire le salaire correspondant à la période d'activité du 1er au 15 juin 21, revenu d'activité antérieure, salaire correspondant donc au
à la période courant du 1er juin au 15 juin, divisé par le nombre de jours calendaires travaillés. L'exemple là est l'illustration de la réglementation que vous avez quasiment mot pour mot présent dans le paragraphe précédent. En pratique, deux écueils. Il y en a peut-être d'autres qui surgiront par la suite. Deux écueils. Le premier, à supposer qu'il y a lieu de donner à ces dispositions réglementaires l'illustration que nous avons ici sous les yeux. À dire vrai, vous savez qu'en cas de période de recueil, généralement M-1, l'absence du mois de juin sera traitée en juillet. Mais cela signifie que je connaîtrai les paramètres participant au calcul des IGSS uniquement au mois de juillet. À ce moment-là, je saurais dire, 1, quelle était la période de présence, par déduction de la période d'absence, quelle a été la période de présence du salarié au cours du mois de juin, et en même temps, je pourrais déterminer la rémunération correspondant à cette période de présence et d'activité. Jour calendaire travaillé, comme on nous le demande. Ça signifie que ces éléments-là, je les déclare quasiment un mois et demi après. Est-ce que l'administration a été sensible à cet effet, à cette portée? La réponse nous semble être non, puisque en tout état de cause, elle a donné ces éléments-là. Elle ne semble pas avoir jugé utile de s'attacher les compréhensions et les effets chez les opérateurs de paye. Et in fine, cela conduit à avoir la conséquence que je soulignais à l'instant, qui est celle d'une déclaration des éléments participant au calcul des IGSS, avec quasiment dans cette hypothèse-là, d'1 mois et demi d'écart. Je poserai même une autre difficulté. Dans la même situation, supposons qu'effectivement le salarié, dans l'hypothèse prise, avec cette illustration, que la reprise de l'activité du salarié devrait être le 1er juin, mais il est malade. C'est son premier jour d'arrêt maladie. Il tombe malade, il est allé voir la veille son médecin, il était souffrant, et donc l'arrêt débute le lendemain de la signature, de la date de signature de travail par le médecin. Comment dois-je traiter cette situation-là? Parce que, in fine, bien évidemment, c'est une reprise d'activité. Le motif de l'absence du salarié n'est plus le congé sabbatique. Le congé sabbatique est arrivé à son terme le 31 mai. Dans cette situation-là, je ne peux constater la cause de la suspension du contrat de travail qu'ayant pour origine la maladie et l'état pathologique du salarié qui est ici caractérisé par l'arrêt de travail signé par le médecin. Que dois-je faire quand un arrêt de travail débute le 1er juin? Je n'ai plus de période de référence. Et ici, ce changement, en tous les cas, de calcul des IGSS, à la lecture que nous faisons des dispositions décrétales du 12 avril, en date du 12 avril, bien évidemment, pose question. Voilà l'une des questions que nous avons adressées à l'administration, sur laquelle nous attendons avec impatience leur position. Ces nouvelles règles débutent pour le régime définitif de la gestion des IGSS, est applicable aux arrêts débutant plutôt le 1er octobre 2022. Alors vous allez dire, nous avons 18 mois devant nous. Vous avez entièrement raison. Le fait est, c'est que, à dire vrai, en même temps, le décret introduit une période transitoire. Une période transitoire pour les arrêts qui ont débuté au plus tôt le 15 avril 2021 et au plus tard le 30 septembre 2022, donc la veille du basculement vers le régime définitif. Que nous dit-on? On nous dit que pour l'entrée en cours de mois, le revenu d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu. En clair, le salarié qui débute son activité éventuellement le 1er juin et qui tombe malade le 16, nous avons le même mécanisme que ce que nous avons présenté précédemment. Il nous faut retenir le revenu
journalier d'activité effectivement perçu, et l'effectivité de la perception de ces sommes exclut de facto la reconstitution, ce qui rend d'autant plus incompréhensible la référence à une reconstitution qui est pourtant énoncée dans la notice du décret. Tant à la fois les modalités opérationnelles, et donc la lecture que nous en faisons et présentée précédemment, ne permet pas la reconstitution, et encore une fois, ici, le décret fait référence à une certaine effectivité des revenus qui ont été perçus par le salarié. Exit, nous semble-t-il, bien évidemment, la reconstitution, et question sur l'étrangeté, en tous les cas, de sa référence dans la notice qui n'a strictement aucun effet juridique, aucune portée juridique, mais qui est néanmoins présente dans la partie introductive du décret. Idem, bien évidemment, alors là je l'ai résumé, parce que je ne vais pas revenir sur une qualité rédactionnelle qui est quasi identique à ce que nous venons d'exposer. Idem en cas d'absence partielle de revenus d'activité au cours de la période de référence. Et s'agissant de l'absence totale de revenus d'activité, eh bien, ici, que nous dit-on? Salaire soumis à cotisation au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence. Rebelote. Depuis la fin de la période de référence. Eh bien, dans mon exemple, la fin de la période de référence étant le 31 mai. Donc, bien évidemment, toutes les sommes qui sont versées depuis ce jour-là, au cours des jours calendaires travaillés. Donc, voilà, de facto, il faut que je regarde quels sont les jours calendaires travaillés. En l'occurrence, divisé par la période de jours travaillés correspondants. Et ici, à noter une différence rédactionnelle. J'ai quand même inscrit calendaire, mais barré. Pourquoi? Pour dire qu'en réalité, contrairement à la rédaction que nous avons vue à l'instant, cette référence au calendaire est totalement abandonnée. Alors, volontairement, ignorer, erreur, point d'interrogation. Mais nous n'avons pas la même logique de la période de référence en la matière lorsqu'il s'agit du régime définitif qui lui renvoie au nombre de jours calendaires travaillés et pour le régime applicable sur la période transitoire au seul jour travaillé. Ça, c'est une première différence notable. Est-ce une erreur rédactionnelle? Est-ce volontaire? En tout état de cause, il va falloir clarifier rapidement cette différence. Et je dirais que l'autre point aussi, dans la difficulté de mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, cela suppose également que, en cas d'absence, l'on retienne que les jours travaillés et distinguer d'ailleurs correctement la rémunération du salarié relative à ces jours travaillés de ce qui est en réalité le versement de sommes au titre de jours éventuellement d'absence sur les périodes antérieures. Et travailler, ça veut dire aussi que le cas échéant, si le salarié a travaillé 15 jours, il a pris 5 jours de congés payés et il est ensuite tombé malade, eh bien, dans notre mécanisme, eh bien, il y a bien eu des rémunérations versées au titre des 5 jours de congés payés, mais ce ne sont pas bien évidemment des jours travaillés et doivent être exclus du périmètre d'application. Vous voyez le changement considérable au regard de la réglementation antérieure, puisque au titre des congés payés, il n'y avait pas d'exclusion ou de reconstitution à établir. Nous avions la rémunération de ces jours ou l'indemnité versée au titre de ces jours de congés payés qui intégrait bien évidemment le salaire de référence participant au calcul des IJSS. D'où l'extrême importance, encore une fois, des précisions que doivent donner les administrations compétentes, essentiellement des directions de la sécurité sociale et de sa direction relative au versement des prestations de santé, et de définir avec exactitude les différentes définitions de ces périodes de référence entre jours calendaires travaillés, jours travaillés, et ce que l'on entend par période calendaire. Catherine, sans doute des questions suscitées par cette nouvelle réglementation? Alors, il y a une question concernant effectivement le paiement des IJ. Comment se passe-t-il pour un salarié qui est en AT plus de 60 jours? Alors, la réforme, le texte ne réforme pas le versement des IJAT. Donc ici, voilà, il ne réforme pas. Ou alors la question est AT suivi
suivi d'un arrêt maladie. C'était peut-être ça la question. Mais en tous les cas, les IJAT ne sont pas concernés par la mesure. À moins qu'éventuellement, excusez-moi, à moins qu'éventuellement, il s'agit de savoir ce qu'il en est d'une maladie qui a été précédée par un arrêt accident de travail. Dans ce cas-là, si c'est le cas, ben l'absence ici, l'absence n'est pas prise en compte, puisque pour ce qui est période maladie, maternité, chômage involontaire, total ou partiel, etc., on ne précise pas d'éventuelles reconstitutions. Mais c'est noté, on creusera la question. Si elle peut être complétée, nous la prendrons en compte dans le flash info qui suivra cette présentation. Et concernant les impacts en DSN, est-ce qu'on a des précisions? Absolument pas. La seule Ok. observation que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, la DSN n'a pas été modifiée et adaptée. Alors, étrangement, parce qu'en même temps, si l'on comprend ce décret-là, les nouvelles règles de calcul s'appliquent à des arrêts qui ont débuté le 15 avril, ce qui suppose que pour ces périodes-là, en cas de survenance d'un arrêt de travail maladie, depuis cette date-là, le calcul est modifié, il est modifié par la CNAM, mais en même temps, la DSN n'a pas fait évoluer, le JPMDS n'a pas fait évoluer les modalités déclaratives DSN. Et c'est toute l'étrangeté de l'adéquation entre, d'une part, l'introduction de cette période transitoire qui a débuté le 15 avril dernier et qui s'achève le 30 septembre de l'année prochaine, et d'autre part, bien évidemment, des modalités, d'abord l'imprécision de certains volets et de certaines notions portées par ce décret, et à la fois l'inadaptation constatée à ce jour de la DSN. D'autres questions, Après, Catherine? oui, mais je pense que c'est toujours sur les enchaînements différents qui peuvent D'accord, bien sûr, survenir. je Par comprends. exemple, voilà, un enchaînement AT suivi de maladie sans Oui, reprise d'accord. ou maladie dès le premier jour de reprise durant lequel le salarié ne reprend finalement pas. Donc effectivement, ces Oui, enchaînements voilà. Oui, ne sont bah, pas aujourd'hui. tout à fait clarifié. Mais c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, une reprise le 1er juin, alors que le salarié était absent, congé sabbatique, à titre d'exemple, et effectivement, il ne reprend pas parce qu'il est malade depuis la veille. En tous les cas, constaté depuis la veille. Très bien. Merci Catherine pour ces questions. Voilà le chapitre qui donnait lieu sans doute à le plus de commentaires d'ordre technique. Les suivants vont être un peu plus aisés dans les annonces faites ou en tous les cas les présentations. Bon, la prime PEPA hein, pour l'emploi et le pouvoir d'achat, nous la connaissons, hein, mise en œuvre en 2019, renouvelée en 2020, doit être renouvelée en 2021. Tout cela doit faire l'objet, bien évidemment, d'un projet de loi à venir, puisque le dernier n'avait d'effectivité qu'au cours de l'année 2020. Alors, le gouvernement n'avait pas envisagé, bien évidemment, de reconduire le dispositif au cours de cette année-là. Je pense que, à la lumière de la crise sanitaire qui se poursuit et ses incidences sociales et financières, économiques, le dispositif est remis sur la table avec des paramètres que nous reconnaissons, hein, toujours une éligibilité pour le bénéfice de l'exonération sociale et fiscale fixée à des rémunérations au plus égales à 3 fois le SMIC. Alors, pour rappel, c'est pour le bénéfice de l'exonération. Rien n'interdit à un employeur de verser une prime, bien évidemment, au profit des salariés dont la rémunération est supérieure, sauf que cette prime-là bien, sera soumise à cotisation et fiscalement imposée. Le premier niveau de plafond d'exonération est fixé à toujours à 1 000 €, et puis nous avons un doublement de ce plafond-là, comme nous l'avons connu l'année dernière, porté à 2 000 €, sous condition toujours la même que celle présentée en 2020, c'est-à-dire que l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement en vigueur au moment du versement de la prime PEPA. Voilà, donc celles des entreprises qui n'étaient pas entrées dans cette logique-là peuvent réengager des accords d'intéressement pour cette année et donc permettre le versement de cette prime PEPA jusqu'à 2 000 €, exonérée socialement et fiscalement. Et puis, deuxième
condition également, alors qui est alternative et non pas cumulative, hein, c'est celle d'avoir conclu un accord d'entreprise ou de branche portant un certain nombre d'engagements en matière de valorisation des salariés de seconde ligne, nous dit-on, parmi lesquels, je vous en donne une première liste qui doit être un peu plus complète. Ce sont les conducteurs de véhicules, y compris taxi, VTC, conducteurs de véhicules du transport en commun, les agents d'entretien, les agents de gardiennage et sécurité, le commerce alimentaire. Alors, il y a un détail un peu plus fin du personnel, notamment les hôtesses de caisse, c'est ceux qui sont en contact avec la clientèle, hein, et non pas tout le personnel, parce que du personnel administratif qui ne bénéficiera pas de ce doublement du plafond. Les personnes relevant des activités des pompes funèbres et les ouvriers non qualifiés de l'industrie agroalimentaire. Il y en a quelques autres, vous avez déjà ce premier périmètre-là, la suite des métiers, des fonctions et des postes devrait être précisée par le projet de loi et donc la liste définitive une fois que le texte sera lui-même définitivement adopté par le Parlement et promulgué au journal officiel. Donc voilà, si certaines de vos activités vous conduisent à en bénéficier, sinon toujours 1000 euros et autre possibilité de doublement, la conclusion et donc l'application d'un accord d'intéressement au moment du versement de la prime PEPA. Bon, je pense Catherine qu'il n'y a pas substantiellement de questions sur le sujet. Non. D'accord, merci. Que porte ce projet de loi de sortie de crise? Il va permettre aux entreprises d'adapter leur activité et donc la gestion notamment de la durée du travail de leurs salariés pour faire face à cette même reprise tant attendue, hein, et qu'il n'y ait pas d'absence, hein, et de difficulté à permettre à l'entreprise de retrouver son niveau d'activité habituel. Certaines mesures vont être prorogées jusqu'au 31 octobre 2021. Le projet de loi va permettre au gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance et d'adapter l'activité partielle, hein, le cadre juridique de l'activité partielle de la PLD, de dire également de manière sans doute plus définitive ce qu'il en est de l'activité partielle en cas de garde d'enfants et personnes vulnérables, parce qu'il y a un accompagnement peut-être qui devra encore se faire dans ces situations-là, et notamment pour les personnes vulnérables. Il va proroger un dispositif que nous avons déjà connu en 2020, dérogatoire permettant à l'employeur d'imposer la prise de congés payés sous condition d'accord collectif, en passant de 6 jours à 8 jours. Alors, de quoi s'agit-il? Pour rappel, vous vous souvenez sans doute que l'année dernière, des dispositions avaient été prises pour permettre à l'employeur de déroger à son obligation inscrite dans le Code du travail, lui permettant de modifier la date de prise de congés payés des salariés, mais sous condition d'un délai de prévenance au moins égal à 1 mois. Et à l'époque, pour permettre aux entreprises de placer leurs salariés en congé payé et non pas en activité partielle. Ce qui, par la même occasion, pour les salariés qui étaient dans cette situation de bénéficier d'une indemnité plus élevée que l'indemnité d'activité partielle, on l'aura bien compris, en réalité, de ne pas engager les deniers de l'État, puisqu'il n'y aura pas eu de remboursement. C'était chose possible, donc d'anticiper cette mise en congé payé, sous réserve absolue qu'il y ait eu un accord collectif l'y autorisant, donc ce qui obligeait à la négociation au sein de l'entreprise, et dans les limites de 6 jours. C'est-à-dire permettre à l'employeur de fixer les dates et d'imposer la prise de congé payé dans les limites de 6 jours. Ce nombre de jours devrait être porté à 8. Ça, c'est une des premières conséquences. C'est le nombre de jours qui va passer de 6 à 8. Ensuite, le projet de loi, dans ce qu'il devrait permettre, et toujours par voie d'ordonnance, c'est la possibilité pour l'employeur de fractionner le congé principal de 4 semaines sans l'accord du salarié. Alors, de facto, en réalité, beaucoup de salariés prennent moins de 4 semaines pour les raisons qui les intéressent. Mais dès lors qu'ils sont à l'origine de la demande
de la période, des dates de prise, donc de début et de fin de congé payé, et que l'employeur donne son accord, on considère qu'il y a bien évidemment, du seul fait de la demande du salarié, un accord de sa part, un accord implicite. Ici, l'employeur pourra fractionner ces 4 semaines-là sans l'accord du salarié. Donc le salarié qui aurait pu imaginer prendre 4 semaines de suite aux meilleures périodes estivales, meilleures périodes de ce congé estival, l'employeur pourra lui imposer une durée de congé payé plus courte. Et en l'occurrence, bien évidemment, l'objectif ici est de permettre à l'employeur de gérer le temps d'activité, comme je dirais, il l'entend quasiment, le temps d'activité du salarié, et faire en sorte qu'il soit présent au sein de l'entreprise au moment où il y a une reprise, bien évidemment, de notre économie, dont on imagine bien évidemment à la lumière du calendrier dit de déconfinement, entre guillemets, qui a été présenté par les autorités, que la reprise d'activité devrait se faire à compter du 1er juillet. Mais 1er juillet, voilà, encore beaucoup de salariés sont en activité, la majeure partie d'entre eux, mais il peut y avoir quelques incidences pour la période des 2 mois de congé essentiel de juillet-août qui va s'ouvrir. Et puis, bien évidemment, imposer la prise de jours de repos acquis pour les salariés en forfait jour. Généralement, dans ce cadre-là, la majorité des jours de repos, excusez-moi, voire même la totalité, sont pris à l'initiative du salarié. Il peut y avoir quelques jours qui sont imposés par l'employeur, hein, je pense notamment parfois des périodes de pont lors des fêtes de fin d'année, mais généralement la pause de ces jours de repos est à l'initiative du salarié. Ici, l'employeur pourra de facto par lui-même en imposer certains pour s'assurer que le salarié sera bien présent à d'autres périodes de l'année. Voilà, s'agissant de la prolongation de certaines mesures au 31 octobre 2021, j'ajoute un point. Vous savez que l'année dernière, et pour ceux qui sont clients d'entre vous chez SD Works, s'était posé notamment la question, pour tous, mais pour vous, il y avait une démarche de notre part bien spécifique, s'était posé la question de l'intégration des indemnités d'activité partielle dans l'assiette de cotisation de prévoyance. Nous vous avions sollicité au tout début de cette crise sanitaire, en avril de mémoire, pour connaître bien évidemment de la situation de votre entreprise, et vous demandant d'examiner très strictement les clauses de financement de la prévoyance, et donc qui vous lie, vous, entreprise, à votre organisme de prévoyance. Quelque temps plus tard, le gouvernement a pris la décision, compte tenu de l'échec de négociation entre partenaires sociaux, de considérer qu'il y a bien lieu d'intégrer les indemnités d'activité partielle dans l'assiette de prévoyance, et si vous en souvenez, même de manière rétroactive. Cette obligation légale arrivait à échéance au 31 décembre dernier et a été prorogée au 30 juin de cette année. Des dernières informations reçues de l'administration, à ce jour, je vous dis bien à ce jour, il n'est pas prévu de proroger le terme de cette obligation légale, et donc qui est toujours fixé au 30 juin. Nous attendons en tout cas une orientation définitive des autorités compétentes en la matière pour savoir, d'une part, s'il y a prorogation du dispositif et à quelle échéance, et dans ce cas-là, rien ne sera changé dans les systèmes d'information. Conformément à la loi en vigueur, nous intégrerons ces indemnités d'activité partielle dans l'assiette de prévoyance. Dans le cas contraire, en cas de maintien du terme, bien évidemment, nous reviendrons vers vous pour vous demander ce qu'il en est de l'intégration éventuelle, volontaire, par avenant à votre contrat, ou par décision unilatérale, ou pas d'ailleurs, de ces indemnités d'activité partielle dans l'assiette de prévoyance. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à, en tous les cas, prendre déjà tâche à votre organisme de prévoyance pour imaginer éventuellement ce qu'il en sera à compter du 1er juillet prochain. Alors, s'il dispose d'informations un peu plus précises que celles qu'on a bien voulu nous délivrer, tant mieux. Dans le cas contraire, qu'envisage-t-il de faire?
Et pour ceux qui nous font confiance pour le traitement de la paye, eh bien le cas échéant de bien vouloir transmettre l'information à votre interlocuteur habituel de SDWorks. Cela évitera toute manipulation, régularisation de dernière minute, le cas échéant. Voilà ce qu'il en est en tous les cas pour cette échéance du 30 juin s'agissant du financement de la prévoyance. Je pense, Catherine, que nous avons une erreur dans le support. Catherine, Oui, oui, est-ce que tu es en t'entends, mesure Abdel. de diffuser le tien ou pas? Oui, Je te remercie. Que dois-je faire? Sans doute arrêter ma diffusion? je vais reprendre la main sur la diffusion. Oui, et c'est pas le bon fichier, c'est celui que je t'ai adressé. OK, donc Voilà. Veuillez nous je vais le excuser de cet partager. intermède. Veuillez nous excuser, un petit moment de basculement technique. Abdel, est-ce que tu vois mon écran? Alors moi, il faut que je sorte. J'arrête mon diaporama parce que je ne vois pas ton écran. Alors c'est étonnant parce que moi, j'ai bien mon écran et c'est autre chose Peut-être, qui est apparu. Alors je vais reprendre la diffusion. voilà. Est-ce que tu peux représenter ton écran? Oui. Oui, vous le voyez là? Oui, oui, c'est bon, Abdel. Ouais. Voilà. Point d'actualité, solde des congés payés, c'est ce que vous voyez? Oui. Parfait, merci. Excusez-nous cette petite manipulation technique. Alors, je voulais aborder également avec vous une situation très particulière qui est saisonnière d'ailleurs, qui est celle du terme de la période de prise des congés payés et donc du basculement en réalité des différentes périodes. Alors, cette fin de prise des congés payés, de cette période de prise de congés payés, coïncide généralement avec la fin de la période d'acquisition en cours. Donc 31 mai prochain, période d'acquisition légale. Après, certains d'entre vous ont pu adapter cette période d'acquisition. Mais fin de la période d'acquisition légale, 31 mai. Et l'on demande assez fréquemment aux salariés de solder leurs droits congés payés dans cette date limite du 31 mai. Pourquoi? Parce qu'au moment du basculement, il va y avoir une remise à zéro du compteur. C'est-à-dire, comme l'on dit très généralement et très simplement, non pris, perdu. Et donc tous les jours de congés payés que je n'aurai pas utilisés à cette date d'échéance sont définitivement perdus pour le salarié et ne pourront pas être utilisés ultérieurement. Sauf quelques cas d'exception, si le salarié fait la démonstration qu'il a été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés avant le terme de cette période du fait de l'employeur, et là, les causes peuvent être multiples, hein, une charge de travail, un refus d'ailleurs. Hein, j'ai demandé mes congés, on me les a toujours refusés. L'impossibilité parce qu'on avait une commande, je devais bien évidemment aller au bout de la mission qui m'a été confiée.
et la charge est telle qu'elle n'était pas réalisable dans le délai imparti me permettant de prendre des congés. Le fait qu'il puisse y avoir une maternité qui rende impossible la prise des congés dans cette limite-là. Et puis un point essentiel, extrêmement important dans la gestion du bulletin de paye. D'où l'importance, bien évidemment, de l'examiner de près et d'avoir un regard attentif sur l'ensemble des informations qu'il porte. Je rappelle, dans un premier temps, que bien évidemment, très nombreux sont les bulletins de paye comportant des mentions relatives à la durée du travail du salarié, un calendrier et bien évidemment information de l'ensemble de ses compteurs. Ce ne sont pas des mentions obligatoires. Assez étonnamment, ce ne sont pas des mentions obligatoires du bulletin de paie. Ils sont présents, mais vous pourrez le vérifier par vous-même si vous voulez avoir une relecture précise du Code du travail en la matière, mais ce n'est pas une mention obligatoire. Par contre, ce que nous disent des juges, c'est que le seul fait pour l'employeur, et ça a été assez répété, même, et encore récemment, même si vous avez là une décision, la décision de référence. Par contre, ce que nous disent les juges, c'est que le seul fait d'avoir maintenu sur le bulletin de paye une mention du solde de congés payés vaut, et cela de manière répétée, vaut accord implicite de l'employeur. Donc, de deux choses l'une quand on va arriver ici à ce moment de basculement. Et notamment sur le bulletin de paie du mois de juin, qui va faire état, bien évidemment, du fait que l'on bascule pour la période d'acquisition qui va s'achever, le 31 mai prochain, sur son basculement en période antérieure, alors on la dénomme, peu importe, hein, N-1, CP-1, etc., peu importe la dénomination que l'on lui donne, mais il y a un basculement. Et c'est ce solde-là, enfin, c'est ce compteur-là qui va permettre aux salariés de pouvoir user de son droit à congé payé pour la période à venir, et qui s'ouvre au 1er juin. Et en même temps, bien évidemment, tous les compteurs, tous les droits qui n'auront pas été utilisés, sauf pour des situations très particulières, qui n'auraient pas été utilisés par le salarié, doivent être remis à zéro. Donc si on ne veut pas être exposé au risque de demande de la part du salarié de l'usage de droits inscrits au compteur, veillez d'une part à vous assurer de la bonne gestion du solde, à prendre la bonne décision et lors de vos échanges avec votre interlocuteur paye, de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la mention toujours présente d'un solde de congé payé. Auquel cas, si la chose est répétitive et que la mention est toujours présente en juillet, août, septembre, bien évidemment, à un moment donné, le salarié dira attendez, avant d'user de mes congés payés de la période qui vient de se terminer, je vais utiliser mes congés payés de la période encore antérieure que je n'ai pas mise en œuvre et qui me reste dans mon solde. Et la preuve, monsieur l'employeur, c'est que vous le reconnaissez par la simple mention sur le bulletin de paye. Donc, soyons extrêmement attentifs sur cette gestion-là en termes de basculement. Autre situation, bien évidemment, vous pouvez avoir quelques versements dans un CET, par exemple la 5e semaine. Et en l'occurrence là, il ne s'agit pas d'une suppression des droits du salarié, c'est-à-dire une remise à zéro du compteur, c'est avoir l'attention extrêmement particulière. D'abord, vous les avez déjà sans doute sollicités sur cette gestion-là, de leur dire, cher ami, il te reste un certain nombre de jours. Ces jours-là correspondent à la 5e semaine, c'est-à-dire tous les jours au-delà de 20 jours ouvrés ou de 24 jours ouvrables. Ces jours-là, soit tu les consommes très rapidement, soit tu décides de les verser dans un CET. Eh bien, il faut bien évidemment dire ce qu'il convient d'en faire dans les plus brefs délais. Et il y aura peut-être une remise à zéro, mais pas une perte de ces droits-là, puisqu'ils seront basculés dans un CET. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Et ici, non affiché, mais qu'il me semblait utile de redire et sur lequel on reviendra lors de notre prochaine session du mois de juin, parce que c'est à ce moment-là, bien évidemment, que l'on regardera ce qu'il en est de ces compteurs-là, de manière plus précise, sur l'incidence de la survenance d'un jour férié un samedi, alors que les congés payés du salarié sont décomptés en jours ouvrés. Alors, le Code du travail a une gestion jour ouvrable, mais les juges n'ont jamais condamné, bien évidemment, la gestion des congés payés en jour ouvré. Par contre, ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait une parfaite
égalité de traitement en termes de droits entre, d'une part, le salarié dont les droits sont gérés en jour ouvrable et le salarié dont les droits sont en jour ouvré. En termes de référence légale, il ne s'agit pas de savoir si nous avons les deux dispositifs ou les deux mécanismes dans l'entreprise. Non, en termes d'égalité de traitement au sens légal. Ça signifie quoi? Le salarié dont le décompte du travail, pardon, dont le décompte des congés payés se fait en jour ouvrable, pour un salarié dont le jour férié tombe le samedi, et bien évidemment ce samedi-là, qui est son dernier jour ouvrable de la semaine, ne sera pas décompté en congé payé, mais en jour férié. Et donc, de facto, sur cette période-là, nous l'aurons décompté que 5 jours au lieu de 6 jours. Et il conserve un jour de congé payé dans son compteur. Ce que dit la Cour de cassation, c'est que les jours ouvrés devraient donner lieu à un résultat, un effet rigoureusement identique. Mais comment faire, puisque de toute façon, mon salarié a un décompte des jours de congés payés en jour ouvré, c'est-à-dire essentiellement du lundi au vendredi. Nous avons quand même 2 jours fériés au mois de mai, 1er mai et 8 mai, qui tombent un samedi. Ça signifie que le salarié en congé au cours de la semaine, donc fin avril, et qui s'achève le 1er mai, est en congé payé mais en jour ouvré. Ou le même pour la période, pour la semaine précédente d'ailleurs, qui s'est achevée par le samedi 8 mai. Ce salarié-là va voir un décompte en jours de congé payé de 5 jours, mais vous devez impérativement lui rajouter un jour de congé payé dans son compteur. Donc, décompte de la semaine, 5 jours de congé payé, c'est un salarié en jour ouvré, le samedi est un jour férié, dans la mesure où le salarié en jour ouvrable bénéficie d'un jour supplémentaire, enfin d'un report de jour, pas d'un jour supplémentaire, un report de jour, pour le salarié en jour ouvré, impossibilité de report d'un jour, mais ce que nous demandent les juges, c'est d'ajouter un jour à son compteur. Attention, ce droit-là ne vaut que pour le salarié qui a pris des congés payés au cours de la semaine, comprenant un jour férié. Donc, il ne s'agit pas d'ouvrir l'ajout ou le complément d'un jour de congé payé pour l'ensemble des salariés, mais uniquement pour ceux pour lesquels la période de congé payé comprend un jour férié. Donc, ici, la semaine fin avril et s'achevant par le 1er mai, ou la première semaine complète du mois de mai et s'achevant par le 8 mai. Maintenant, si j'ai pris des congés payés, si je prends des congés payés la semaine prochaine, bien évidemment, il n'y a pas d'incidence en particulier. Et je n'ai pas le droit à un jour de congé supplémentaire. Il faut que le jour férié intervienne au cours de la période de prise de ces congés payés. Donc, essentiel, on reviendra dessus avec la référence jurisprudentielle. Le mécanisme est le suivant. Hein. Vous décomptez bien 5 jours de congés payés pour les 5 jours de la semaine du lundi au vendredi en jour ouvré, mais n'omettez pas bien évidemment d'ajouter un jour de congé payé que prendra ultérieurement le cas échéant le salarié. Ou pas s'il ne les prend pas avant le terme de sa période d'utilisation. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce volet-là concernant les congés payés. Catherine, des questions? Non, sur cette partie congé, il n'y a pas de questions. Très C'est bien. bon. Merci Catherine. Donc nous terminons par notre chapitre habituel jurisprudence avec 2 décisions de la Cour d'appel de Paris. Alors, pas en tous les cas en matière d'impact paye de décision de la Cour de cassation utile, sauf à le repérer, mais nous le présenterons le mois prochain. Alors, première décision date du 1er avril 2021, s'agissant des RTT, jours de CET imposés par l'employeur. Alors, attention, quand je dis jours de CET, c'est-à-dire notamment par le fait que le salarié, que l'employeur peut imposer l'utilisation de jours de CET inscrits dans le compteur du salarié. Alors, pour rappel, on en revient bien évidemment à une des mesures que nous évoquions tout à l'heure et qui doit faire l'objet de prorogation. Dans le cas de mesures d'urgence qui permettent à l'entreprise un certain aménagement dit unilatéral par l'employeur de la prise de RTT, alors que pour les congés payés, il faut absolument un accord collectif. Ici, ça peut être une décision unilatérale, et du fait qu'il impose bien évidemment certains jours de repos. La référence est l'ordonnance du 25 novembre 2020, et que nous dit cette ordonnance-là? Elle nous dit si l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la prorogation du Covid-19. La Cour d'appel en fait une interprétation stricte et rigoureuse. Et je vous dirai dans un instant une interprétation beaucoup plus souple
qu'en font un certain nombre d'auteurs. Elle permet, cette ordonnance-là, d'imposer la prise de séjour à des dates déterminées par l'employeur, ainsi que l'utilisation effectivement par le salarié de jours affectés dans le CET. Donc dans le CET, j'ai un certain nombre de jours. L'employeur décide, à la place de l'employeur, d'imposer au salarié l'utilisation de jours de repos qui sont inscrits dans son compte épargne-temps. La question est de savoir quelle doit être la valeur et la portée de cette référence à l'intérêt de l'entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19. L'interprétation qu'en fait la Cour d'appel est la suivante: une lecture stricto sensus des dispositions légales, et considère que l'absence de ce critère, et donc l'absence de difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, eh bien, ne permet pas à l'employeur d'imposer la prise de CRTT ou de liquider certains droits inscrits dans un CET, et donc que cette décision prise par l'employeur crée un trouble manifestement illicite. Alors c'était un recours judiciaire introduit par les syndicats d'une très grande entreprise et qui considérait que cette référence aux difficultés économiques est une condition sine qua non de la possibilité offerte par la loi à l'employeur d'imposer ces jours. L'absence des critères économiques et de ces difficultés économiques eh bien, fait tomber ce droit octroyé à l'employeur par la loi. Cette lecture-là, très stricte de la Cour d'appel de Paris, est assez contestée par certains auteurs, considérant qu'en réalité, cette référence-là ne tient au fait que, tout simplement, nous nous trouvons dans une situation économique spécifique depuis la survenance de cette crise sanitaire et que l'ensemble des entreprises, eh bien, placées dans cette situation-là, qui ont engagé le gouvernement sur un certain nombre de réformes législatives, temporaires ou pas, eh bien, à lui seul, et doit être apprécié et considéré à ce niveau-là comme permettant l'employeur de pouvoir recourir à la possibilité d'imposer ces jours de congé et qu'il n'y a pas lieu d'examiner la réalité des difficultés économiques de l'entreprise. C'est pas ce que fait la Cour d'appel de Paris qui, lui, elle, demande à ce que ces ces critères de difficulté économique soient justifiés par l'employeur. En l'occurrence, elle a considéré que les justifications apportées par cette entreprise étaient insuffisantes et a considéré qu'il y avait là un trouble manifestement illicite. Alors, la suite, c'est le pourvoi en cassation. Quelle va être la position des juges de la Cour de cassation? Interprétation qui va avoir son rôle. Son rôle, parce que bien évidemment, selon l'orientation qu'aura à prendre la Cour de cassation, un certain nombre d'entreprises, ou au sein d'un certain nombre d'entreprises, on pourrait être amené à considérer qu'il y a motif de la part des salariés ou collectivement par la voix de leurs représentants à contestation d'une telle décision par l'employeur. Et donc, demander le cas échéant des dommages et intérêts si l'employeur a été amené à imposer la prise de RTT ou liquider un certain nombre de droits inscrits dans sa CET. Quelle portée donner à cette assertion dans l'ordonnance? S'agit-il de dire quel est le cadre général dans lequel s'inscrit cette ordonnance, ou s'agit-il d'imposer une condition sine qua non au pouvoir de l'employeur de permettre qu'il fixe de son propre chef ces jours de RTT ou de liquidation de CET? Voilà où nous en sommes sur cet aspect-là et qui a son importance parce que je sais en tous les cas, j'imagine que bon nombre d'entre vous, dans bon nombre d'entreprises dans lesquelles vous exercez, on a pu prendre de telles décisions. L'autre aspect des choses, alors assez amusant d'ailleurs, parce que c'est une situation qui va revenir assez fréquemment, qui est celle de savoir si le barème légal des dommages d'intérêts auxquels peut être condamné l'employeur, au versement desquels l'employeur peut être condamné en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, dit barème Macron, est conforme à la réglementation internationale ou pas.
et est-ce que les juges peuvent s'en détacher? Alors, c'est un barème qui a été instauré il y a quelque temps maintenant, que vous connaissez, hein, qui tient compte notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. La Cour de cassation avait émis un avis de conformité à la réglementation internationale, puisque certains avaient soulevé, notamment le droit européen, et plus précisément encore au-delà du droit européen, le droit posé par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dont fait partie la France et qui est signataire de la Convention internationale numéro 158. La Cour de cassation avait estimé comme conforme ce barème-là au droit international dans une décision dans un avis du 17 juillet 2019, et un avis qui avait été classé PBRI. Alors, c'est peut-être une classification peut-être un peu barbare pour certains d'entre vous, et qui vient d'évoluer ces derniers jours, mais c'est tout simplement la plus haute classification que peut attribuer la Cour de cassation à l'un de ses avis ou l'un de ses arrêts. Et ça signifie que, bien évidemment, ici, il doit être appliqué, c'est une référence, et que si la même affaire est présentée devant la Cour de cassation, il n'y a pas de motif à un revirement ou à remise en cause de l'avis précédent. Pour autant, un certain nombre de cours d'appel ignorent volontairement cet avis de conformité de la Cour de cassation et considèrent qu'il y a lieu de rejeter ce barème légal. C'est ce qu'a fait la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 mars dernier. Elle estime que ce barème-là est non conforme à la Convention internationale numéro 158 de l'OIT, qui lui demande à ce que le salarié soit réparé du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et que ça nécessite d'indemniser à hauteur du préjudice réel de la salariée. Et la salariée, en l'occurrence, avait un certain âge, avait des difficultés à retrouver un emploi malgré la justification de l'ensemble de ses démarches, et avait connu une perte conséquente de revenus depuis la rupture de son contrat de travail. Et que le barème qui se limitait au plus haut à quelques aux alentours de 20 000 euros de mémoire, ne permettait pas de réparer le réel préjudice subi par la salariée. En conséquence de quoi, la Cour d'appel de Paris a fait fi, bien évidemment, de ce barème-là et a estimé devoir condamner l'employeur au versement d'un montant de dommages et intérêts beaucoup plus élevé au regard de ce qu'elle réclamait, notamment du fait de l'ensemble des conséquences de ce licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses, et conduisant dans un premier temps à l'application du barème et puis en réalité par la reconnaissance d'un montant de dommages et intérêts beaucoup plus élevé par la Cour d'appel de Paris. Voilà. Nous n'en avons pas fini parce que pour l'instant, nous en sommes au stade, s'agissant de la Cour de cassation, d'un simple avis, mais qui a la force de classement que vous avez sous les yeux, et à la fois de la résistance d'un certain nombre de cours d'appel ou de quelques conseils de prud'homme. Alors d'autres s'y confirment totalement, en conseil de cours d'appel ou d'autres conseils de prud'homme, à ce barème dit Macron, et pour d'autres, il y a lieu en réalité de s'en détacher et d'aller au-delà des simples montants fixés par cette grille. Voilà pour ce que je voulais vous dire de nos deux décisions de jurisprudence que nous avons souhaité retenir. Catherine, y a-t-il des questions? Non, pas sur cette partie jurisprudence, nous n'avons pas de questions. Non. Merci Catherine. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous indiquer s'il n'y a pas d'autres interventions et questions. Nos prochains rendez-vous, nous aurons vraiment le plaisir de vous accueillir pour ces moments d'actu social proposés par SD Works, pour une prochaine échéance au 4 juin 2021 à 11 h et la suivante le 9 juillet 2021 à 11 h. En attendant ensuite, bien évidemment, de vous retrouver après la période de repos estival. Donc voilà, notez 4 juin 2021, 11 h, 9 juillet 2021, 11 h. Dans les deux cas de mémoire, il s'agit d'un vendredi, pardon. Vendredi, Et donc, oui. oui, voilà. Donc nous aurons le bonheur de vous retrouver à ce moment-là. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Catherine, je vais donc bien évidemment remercier l'ensemble des personnes présentes de leur participation, des quelques échanges que nous avons eus. Nous tiendrons compte de vos demandes écrites pour vous répondre dans le cadre du Flash Info, et bien évidemment, avec le plaisir d'avoir pu partager avec vous et en tous les cas défricher les questions qu'opposent les évolutions légales et réglementaires.
et de vous donner à nouveau rendez-vous le 4 juin prochain. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci bien, bonne fin de journée, au revoir.